Merci d'être fidèle au rendez-vous. Préface l'actualité du livre et notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Adam. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de votre actualité et toute la vie devant nous. Et j'ai envie de dire qu'un livre d'Olivier Adam, c'est toujours l'actualité parce que ce sont des livres que l'on attend. Et toute la vie devant nous, ce sont trois ados qu'on va voir grandir petit à petit pour entrer dans la vie adulte puisqu'on va les suivre de 1985 à 2025. Il y a 2 garçons, il y a une fille, il y a Paul, il y a Sarah, il y a Alex avec leur vie, leurs déboires, leurs enthousiasmes, leurs déchirements. Pourquoi avoir eu envie de, comme ça, regarder dans le rétroviseur de ces années 80 ? Parce que j'ai 50 ans et que c'est la première fois que imaginer un projet rétrospectif sur les 40 ans, les 40 dernières années. Moi, mes premiers souvenirs d'enfance, ils commencent vers mes 10 ans. Donc ça a un sens de commencer vers les 10 ans. C'est le moment où se rencontrent les 3 personnages et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours comme ambition, quand j'écris un livre, de relier l'intime et le collectif. Et donc là, c'était l'idée d'imaginer un parcours comme ça sur 40 ans de 3 amis, parcours intime. Ils se brouillent, ils se retrouvent, ils s'aiment, ils se détestent, ils s'agacent, ils se réconcilient, etc. Et à travers ces 40 ans, et à travers eux, 40 ans d'évolution et de mutation de la société française. Et il me semblait que je l'ai pas fait avant parce qu'il me semblait que c'était trop court, quoi. 40 ans. Puis aussi, il y avait cette chose qui m'a beaucoup marqué, et surtout, c'est un des aspects importants du livre, mais sur les aspects qu'on va réunir sous le sobriquet, enfin sous l'appellation de MeToo. C'est un des endroits où la France des années 80 et la France d'aujourd'hui... plus du tout la même si on se regarde. Plus du tout la même. Dans les médias, dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans ce qu'on considérait acceptable et même normal dans les années 80, et ce qui est aujourd'hui totalement inenvisageable, impossible, etc. Donc voilà, les années 80, c'est quand même un moment particulier de l'histoire française. Vous aviez envie de dépeindre tout cela. J'ai envie de dire, et ceux qui vous suivent depuis le début de votre écriture savent que vous êtes souvent caché au milieu des lignes. Hein. Il y a souvent un peu d'Olivier Adam dans votre histoire parce que, et là on le sait dans le personnage de Paul, c'est pas la première fois qu'on le rencontre, Paul, il y a un petit peu d'un frère jumeau, ce serait un petit peu vous, même si ça reste du roman. Oui, c'est un double fictionnel, un double avec lequel je m'amuse. Mais là, ça va même plus loin parce qu'au fond, ces 3 enfants, ils se rendent compte quand ils ont 10 ans, ils sont dans le même lotissement pavillonnaire. Leurs maisons sont absolument identiques. Ah, ils se voient d'une chambre à l'autre. Leurs parents ont exactement le même type de métier, font partie de la même classe sociale, ont à peu près le même capital culturel, le même capital économique, le même capital symbolique. Donc au fond, sur 40 ans, à partir du moment où ils vont tous les 3 aller dans les mêmes écoles, même collège, même lycée, c'est comme 3 versions possibles d'une même vie. Mais alors, avec des différences minimes ou importante, il y a 2 garçons, il y a une fille, il y a un garçon qui a une orientation sexuelle plutôt hétéro, un garçon qui a plutôt, même si c'est compliqué pour lui, plutôt gay. Enfin, à l'époque, on disait pas ça, mais d'autant que assumer d'être gay dans les années 90, c'est difficile. Et à l'aube des années SIDA en banlieue parisienne, autant dire que c'est même pas difficile, c'est absolument impossible. Et alors, j'ai joué beaucoup avec ça, avec ces 3 versions possibles d'une même vie. Par exemple, à un moment donné, ils vont devenir étudiants. Et il y en a un qui va faire les études que j'aurais voulu faire, mais que mes parents n'ont pas trouvé très raisonnable que je fasse. Un qui va faire les études que j'ai fait. Et l'autre qui va faire les études que je devais faire à l'origine. Les études que j'ai faites sont liées vraiment à un hasard complet. Enfin, je suis retrouvé dans cette université. Là, vous vous amusez à réécrire un peu votre vie, finalement, d'une certaine manière, d'explorer. Alors, les études, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce que, comme toujours, je m'intéresse au sociétal et au social. En France, le chemin que vous prenez du fait de vos études et de vos diplômes détermine votre ligne de vie, bien sûr. De ligne de vie. On n'est pas aux États-Unis ou ailleurs où même avec 55 ans, on va vous ramener à votre diplôme d'origine. Donc c'est 3 voies possibles. Et ce qui veut dire que ces 3 ados que l'on va voir grandir, finalement, pour tous ceux qui sont de votre génération, de ma génération aussi en l'occurrence, ça nous rappelle plein de choses. Et le livre est truffé de références, que ce soit des références politiques, sociétales, musicales, de la publicité. Là, j'imagine que pour le romancier que vous êtes, il y a eu aussi peut-être une petite Madeleine de Proust. C'était un petit plaisir aussi de se repencher aussi là-dessus. Il y a le plaisir de la reconstitution, il y a le plaisir de la remémoration de sa propre adolescence, de sa jeunesse, etc. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est
comment chacun de ces marqueurs collectifs sont aussi des marqueurs intimes et des marqueurs sociaux. Si je parle de la parution de la sortie des Nuits Fauves au cinéma, on s'en souvient tous. Parce que l'un de vos personnages, parce que l'un des personnages, à ce moment-là, il y a une résonance très forte sur la question du sida, de l'homosexualité, tout ça. Si je parle par exemple même de la question de la musique, les parents écoutent Michel Sardou, Johnny Hallyday et la mère Dalida et lorsque les ados découvrent une autre musique. Quand les ados, déjà même dans la chanson française, préfèrent Michel Berger ou Véronique Sanson ou Alain Souchon, puis ils vont découvrir, je sais pas, Étienne Dao, Rita Mitsuko, et enfin peut-être plus tard, je sais pas, Dominica, Miossec, Jean Murat. C'est un parcours musical, mais c'est un parcours social. On pourrait faire un parcours de transclasse à travers l'évolution des goûts musicaux entre les parents qui sont d'une certaine classe sociale et qui ont des goûts typiques de cette classe sociale, et les enfants qui s'en émancipent et qui même parfois surjouent d'ailleurs l'émancipation en affichant des goûts un peu snob que leurs parents soi-disant ne comprendront pas. Et d'ailleurs, l'intergénérationnel est très présent dans le roman. Il y a donc toute cette toile de fond des années 80, 90, et puis après, il y a cette histoire et la construction que vous avez choisie, puisque ce sont Paul et Sarah qui se répondent, qui prennent la parole l'un après l'autre, et puis qui évoquent aussi, au fil du roman, ce troisième personnage d'Alex, qu'on ne va jamais entendre, mais qui est bel et bien présent dans le roman. Cette construction s'est imposée d'elle-même, c'était une évidence dès le départ, ou finalement c'est au fil de l'écriture que vous vous êtes dit c'est comme ça qu'il faut que j'y aille? Non, c'est tout de suite, je pensais à cette dimension rétrospective, c'est-à-dire que ces deux personnages, Paul et Sarah, se racontent leur propre histoire vue d'aujourd'hui. Ce qui va parfois les amener à reconsidérer des événements de leur enfance, de leur adolescence, de leur jeunesse, qu'ils ont vécu d'une certaine manière et aujourd'hui ne comprennent même plus pourquoi ils l'ont vécu comme ça. Ça va aussi être une manière pour eux d'expliciter des choses qui ne se sont jamais dites, parce que les amitiés, comme l'amour, comme les relations fraternelles ou sororales, sont tissées de silence, de secrets, de non-dits, sont parfois asymétriques, sont parfois des lieux d'emprise, de jalousie, et parfois sont bien sûr des lieux de partage incroyables, mais ils vont revenir sur tous les moments où il y a du malentendu. Et puis, le livre est construit aussi sur le fait que il y a une asymétrie dès le début dans leur relation, c'est que dès qu'ils ont 10 ans, dès le 10 ans, Paul est amoureux de Sarah. Il y a un peu l'histoire d'amour. Et ne le dit jamais. C'est Jules et Jim, parce qu'il y a Paul, Alex et Sarah. Et au fond, une des clés de lecture du livre, c'est qu'au fond, chaque épisode que je raconte, parce qu'il y a des ellipses temporelles très fortes, c'est à chaque fois les moments où Paul et Sarah se sont ratés amoureusement de peu, où ils sont toujours à contretemps, où Paul allait se déclarer et puis quelque chose est arrivé, où Sarah, tout à coup, avait un trouble qui dépassait l'amitié et où, pour une raison ou une autre, elle ne s'est pas autorisée, ou c'était pas le bon moment. Donc en fait, il y a aussi toute cette construction-là. Et puis, Alex, on découvrira à la fin du livre. Alors, on va découvrir à la fin du livre pourquoi ils choisissent ce moment-là pourquoi ils se parlent, faire ce pèlerinage intime sur les traces de leur propre jeunesse. Pourquoi ils plongent dans leurs souvenirs respectifs. Et puis ensuite, pourquoi Alex n'est pas là et pourquoi il est le centre de leur discussion. C'est d'abord parce que c'est la pierre angulaire de leur trio. C'est le mystère. C'est le personnage magnétique, nébuleux, qui échappe, inflammable, qu'on échoue toujours à circonscrire et à comprendre. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres raisons dramaturgiques qu'on ne va pas dire ici, qui font que, à ce moment-là, c'est pas lui qui parle. En tout cas, c'est votre actualité. C'est un livre très réussi. Olivier Adam, votre actualité aux éditions Flammarion, ça s'appelle « Et toute la vie devant nous ». Merci beaucoup. Merci.